Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale. On accueille aujourd'hui Alexia Uri. Qui fait énormément de choses. Donc, vous allez voir, on va passer par plein de détours pour revenir sur une question centrale que vous découvrirez au fur et à mesure de l'épisode. Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, des experts, des acteurs de la fonction publique qui partagent tous cette même ambition de créer un avenir plus durable en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Cela m'a donné l'idée d'ouvrir ces conversations qui trop souvent restent confinées. Je suis Bertrand Viret et l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les enjeux environnementaux de nos îles et pourquoi pas de vous inspirer vous aussi à devenir des acteurs du changement. Bienvenue dans Régénération Caraïbes. Bonjour Alexia. Bonjour Bertrand. Alors, je vais te laisser te décrire en 3 phrases peut-être, en fait, les 3 activités principales que tu fais, et puis ensuite on se promènera à travers tout ça. Ok, donc moi, le dénominateur commun de toutes mes activités, c'est la croissance durable. J'ai une agence en grosse marketing durable et un centre de formation. Je suis CMO d'une plateforme d'investissement participatif qui s'appelle WeTechPart, spécialisée dans la climate tech. Et je suis agricultrice. Exact, et c'est comme ça que j'ai découvert Alexia via les réseaux, parce qu'elle est très active, notamment sur LinkedIn. Et j'avais vu que tu faisais du marketing durable, donc déjà ça m'interpellait, parce que bon, on est un peu dans ces métiers aussi. Et à un moment donné, je t'ai vu dans une ferme avec une pelle et des plantes autour, et je me suis dit, mais c'est qui? Donc c'est super intéressant parce que nous, c'est un sujet qui nous intéresse. On est souvent en train de faire des études, on est souvent dans l'aspect intellectuel des choses. Et en fait, on travaille pour l'environnement. Et en fait, toi, tu as décidé carrément de faire le grand écart, quoi, de faire les deux. C'est ça. Ça se fait. Ça se fait. Bon, c'est bien, on va en parler. On va peut-être commencer par ce que tu fais avec le marketing digital. Donc, tu me dis si je me trompe, mais c'est du growth marketing durable. Tout à fait. Tu as bien étudié ton dossier. Exactement. Ouais, l'idée, c'est en fait de proposer des stratégies innovantes sur le web, mais tout en étant respectueux de l'environnement, parce que le growth marketing, c'est piloter la croissance avec la data. J'insiste vraiment sur la data, puisque aujourd'hui, quand tu travailles dans l'impact, tu dois mesurer. Pour mesurer, il faut avoir des chiffres. Donc, tu vas en fait penser une stratégie de développement qui vont être collées aux objectifs de développement durable, les ODD, très important. Et ça va te donner ce qu'on appelle un petit peu une charte d'impact que tu vas corréler avec un impact tracking. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux faire de la publicité, tu veux faire de la stratégie, tu veux promouvoir un produit, mais il va falloir que ce produit il ait du sens, qu'il soit respectueux, et il va falloir calculer ton empreinte aussi. C'est-à-dire que tu ne peux plus aujourd'hui juste faire des stratégies marketing pour vendre, mais il y a un côté plus raisonné, plus qualitatif, et c'est plein de bonnes pratiques qu'il faut aujourd'hui intégrer tout de suite quand on se lance dans le marketing. D'accord. Donc, en gros, ça s'adresse aux entreprises qui sont déjà dans cette démarche ou bien qui veulent rentrer dans cette démarche. Et toi, tu les accompagnes sur tous les volets? Oui, en tout cas, à garder le cap de la durabilité et à leur donner un petit peu des techniques pour mettre un plan d'action durable. Ouais. Par rapport à de la communication, des outils. Enfin, c'est tout un cheminement, le growth marketing durable. C'est une manière de repenser aussi les choses, que ce soit par rapport à ton plan, à ta charte d'impact. Il y a un outil, moi j'aime bien donner des exemples un peu actionnables. Dans le growth marketing, tu as ce qu'on appelle la matrice ICE, impact, confidence, effort. Et en fait, ça va te permettre de quoi? De faire une liste d'actions que tu vas lancer sur le web et tu vas calculer quel serait l'impact de ton action, quelle est la confiance que tu as dans cette action et quel est l'effort que tu vas mettre en fait à mettre en place cette action. En face de cette matrice, tu vas mettre justement ton impact tracking, c'est-à-dire combien tu dépenses
au niveau de ton empreinte carbone, donc là on y arrive, pour mettre ça en place. Et tout ça, tu vas l'utiliser lors de sprints, puisque en fait, c'est aussi le gros des méthodes agiles aujourd'hui. Et donc, tu vas créer ce qu'on appelle un sprint de 6 semaines, où chaque semaine, tu vas lancer 1 ou 2 actions, ce qu'on appellerait des initiatives. Et à la fin, si l'action ne marche pas, tu l'abandonnes. Si elle a marché un petit peu, tu l'optimises. Et si elle a très bien marché, ben là, tu vas y mettre beaucoup, beaucoup d'énergie et potentiellement plus de moyens financiers. D'accord, ok. Donc en fait, tu appliques toutes les méthodes du marketing digital, mais tu les appliques spécifiquement sur des projets qui sont durables en utilisant des indicateurs de durabilité, en tout cas des indicateurs des efforts qui sont faits sur les impacts de l'entreprise. Exactement, je trouve que c'est très bien résumé. Alors après, il y a plein d'autres petites choses à mettre en place, mais en tout cas, ouais, c'est une manière synthétique d'expliquer ce que je fais. Et donc, on en a parlé rapidement avant, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé, et c'est vrai que pour les entreprises qui veulent se lancer ou qui ont cette conscience, qui se disent « Ok, bon, par exemple, je suis boulanger ou je suis consultant ou autre, mais j'aimerais avoir un impact plus faible sur l'environnement. » En fait, je pense que si on ne le couple pas du marketing, ça peut être vite décourageant. Parce qu'en fait, si tes clients ne le savent pas, si tes parties prenantes ne le savent pas, finalement, tu n'as aucun retour sur investissement économique. Et quelque part, ton activité, ça permet peut-être, tu vas nous le dire, d'avoir un retour sur investissement de par le gain que tu as, parce que tu as quand même accès à toute une nouvelle niche plus ciblée de personnes quand ton entreprise, tu la réorientes vers des activités plus durables, mais de manière réelle. Est-ce que toi, tu as déjà des retours comme ça de clients que tu as pu accompagner, que tu as vu que, en fait, à partir du moment où ils se sont mis à communiquer et à montrer leur démarche, ça a été bénéfique pour eux? Mais bien sûr, en fait, aujourd'hui, c'est surtout, tu as une audience qui va rechercher des entreprises qui sont engagées. Donc, tu auras, mais c'est sûr, des résultats au niveau de ton chiffre d'affaires qui vont augmenter. Tu auras plus d'engagement par rapport à tes clients qui vont derrière être ambassadeurs et aller porter la bonne parole, parce qu'aujourd'hui, tu auras beau mettre toutes les techniques, les dernières techniques de grosse marketing digital en place, ton meilleur outil pour moi, c'est le bouche à oreille. C'est qualitatif. Ouais. Quand tu es content de ce qui s'est passé dans un produit, un service ou un endroit, bah, tu vas en parler avec joie, avec enthousiasme, et tu vas dire, mais non, mais il faut aller là-bas. Donc, oui, je pense, après, je trouve qu'aujourd'hui, on parle souvent de différenciation par rapport à, voilà, nous, on est une marque engagée, donc on se différencie, on est éthique, on se différencie, on est dans la durabilité, on se différencie. Moi, je vois pas ça comme une différenciation. Pour moi, c'est la norme, en fait. Tu vois, tout ce qui est objectif de développement durable 2030 ou 2050, pour moi, je vis en 2050. Donc, c'est pas penser à se différencier, c'est se mettre dans la norme et finalement utiliser aujourd'hui les techniques qu'on utilisera demain, mais en fait, elles sont déjà à notre disposition. Et moi, j'essaie vraiment de dire ça, hein, j'en parle souvent, j'ai une newsletter sur le sujet qui s'appelle Sustainability Meets Growth, où tous les jeudis, en fait, j'explique comment tu peux mettre ça en place, que ce soit sur ta présence web, puisque c'est ça, quand on parle de grosse marketing durable, on parle beaucoup de web. Donc, web égale data, stockage, etc. Comment aujourd'hui j'ai moins d'impact dessus? Comment je le prouve? Comment je suis transparent? En montrant aux gens, en calculant, en utilisant des calculateurs. Et ça, c'est vraiment important. Et donc déjà, rien que ta présence web, pouvoir être sur des hébergements qui seront moins gourmands, faire de l'éco-conception de sites web, utiliser des typos qui vont être beaucoup moins gourmandes si tu fais encore un petit peu de print. Ça existe. Alors, attends, ça, on va rentrer là-dedans après plus en détail, parce que c'est un sujet qui est super intéressant et dont on ne parle pas tant que ça, finalement, l'impact digital. Mais avant ça, tu m'as dit, finalement, maintenant, c'est la norme. Ouais. Mais ce qui fait que c'est la norme, ça amène aussi beaucoup de gens qui mentent sur ce qu'ils font ou qui déforment, donc le fameux greenwashing. Tout à fait. Donc, on a beaucoup de marques qu'on voit, tu vois, même moi je me fais avoir, tu vois un truc, c'est marqué vert, ça pseudo-recyclé, puis en fait, quand tu regardes, il n'y a rien du tout.
Toi, tu es vraiment au cœur de ce risque-là, parce que tu accompagnes des clients qui vont faire du marketing. Comment est-ce que tu fais la part des choses? Est-ce que tu as comme un espèce de grille d'entrée où tu peux eject? Non, toi, tu rentres pas. Est-ce que tu... Alors, oui, en comment fait, tu gères ça? on me pose souvent cette question. Et ce que je dis, c'est que quand tu travailles dans la durabilité, dans l'impact, tu deviens un petit enquêteur, en fait. Donc, tu vas chercher des preuves. Et souvent, quand tu vois beaucoup de verre, c'est un premier signe. Wesh. Ok. Donc, du verre, une feuille, généralement, ça peut louche. cacher des choses. Mais plus sérieusement, en fait, tu vas aller chercher de la transparence. Donc, en fait, tu vas aller chercher de la data, des rapports qui peuvent être à disposition. Tu vas aller regarder un petit peu les fournisseurs. En fait, s'il n'y a pas de... Moi, je trouve que vraiment, un des premiers signes, c'est il n'y a pas de chiffre. S'il n'y a Ouais. aucun chiffre, ah bah, c'est du greenwashing, en veux-tu, en voilà. Si c'est trop racoleur, Mhm. pareil, c'est du greenwashing, en veux-tu, en voilà. Après, c'est ne pas voir la traçabilité. Tu vois, par exemple, quand tu fais de la production, donc je sais pas, un produit cosmétique, des vêtements, si Mhm. tu ne vois pas qu'il y a une partie de traçabilité, bah, c'est du greenwashing. Enfin, il y a plein de réflexes comme ça que déjà, enfin, ce que je viens de dire, si vous ne les trouvez pas sur les sites web, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Voilà, après, ce que je trouve dommage, c'est que, par exemple, sur les sites web, c'est très facile de plugger un calculateur. C'est Ouais. très facile aujourd'hui de tester ton site internet pour savoir si tu es green hosted. Et les gens ne le font pas, quoi. Donc, bah, moi, j'en parle, je continue à en parler. Mais vraiment, je continue à dire que c'est... Aujourd'hui, il y a des pratiques très actionnables et qui coûtent zéro. Alors, ouais, bah super. Ça, tu vas nous expliquer ce que c'est. Et par rapport à cet accompagnement sur les chiffres et sur la mise en valeur des choses, quelqu'un qui se lance là-dedans, en fait, c'est sans fin. C'est-à-dire, on peut toujours améliorer notre impact, mais quand tu démarres, tu peux aussi te dire, ouais, mais moi, je communique des chiffres, mais ils sont pas top, mes chiffres. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne sais pas comment tu gères la stratégie de contenu pour les... Je sais pas si tu gères la stratégie de contenu pour tes clients. J'imagine que ça fait partie de tes activités. Euh, Moi, à titre personnel, je trouve ça super intéressant de voir quelqu'un qui est dans une démarche authentique, même s'il part de zéro, mais dire... parce que, tu sais, c'est pas facile de mettre ces choses-là en place. Et quelqu'un qui va te dire, ah ouais, bah, nous, on a commencé, on s'est dit qu'on allait réduire notre impact sur l'eau, mais en fait, c'est super cher de faire ça comme ça. Donc, pour l'instant, on est à ça. Voilà notre objectif. Est-ce que c'est un axe que tu prends, genre l'aspect transparence totale et de montrer la démarche, ou pas forcément, ou ça dépend? Bah, si, en fait, déjà, j'explique qu'il ne faut pas se mettre une pression dingue et on ne sera jamais parfait, on n'aura jamais des chiffres, enfin, le net zéro, tout ça, enfin, le zéro carbone, ça n'existe pas. Moi, enfin, c'est pas que je prône un low carbone, mais on fait ce qu'on peut. Et moi, je pense que le plus important, ouais, c'est de montrer ta démarche, montrer que tu avances petit à petit en fonction de tes moyens. Tu peux pas tout changer du jour au lendemain. Et justement, ce serait ne pas être honnête que de dire c'est bon, on va arriver en 6 mois à faire du zéro carbone. Là, tu vois, ça me fait penser à du greenwashing. Exact. Ouais. Donc, non, je pense que c'est vraiment montrer la démarche, montrer que on est engagé dans la durabilité. Et puis, je pense que ça crée des synergies aussi avec d'autres personnes parce que, attention, la durabilité, c'est aussi un ensemble. Ça me fait penser à, je ne vais pas nommer la marque, mais il y a une marque de cosmétiques qui a voulu se lancer dans changer son packaging. Aujourd'hui, le monde du packaging Mhm. durable, c'est vraiment un grand sujet. Et c'est pareil, c'est une norme maintenant. Tu ne peux plus proposer aux consommateurs un truc qui n'est pas recyclable. Donc, en fait, cette marque-là, ils se sont lancés dedans. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi Mhm. à mettre ça en place. La supply chain n'a pas fonctionné. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis avec d'autres marques de cosmétiques qui doivent faire la même chose. Parce que tu regardes, ce sont tous les mêmes packaging. Et ils ont réussi ensemble. Donc, Ouais, c'est tu intéressant. vois, voilà, il y a ce côté-là. Maintenant, on est... bon, moi, je travaille beaucoup dans le milieu de la start-up. Donc, ce côté hyper croissance, moi, personnellement, j'y crois plus. Ce que je trouve dommage, bien sûr que ça existe encore. Mais ce que je trouve dommage, c'est que...
on fait beaucoup de la publicité pour ça, mais on ne montre pas toutes les entreprises qui n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire qui ont fait de l'hypercroissance et qui ensuite ont disparu. Mais c'est la plupart des entreprises. Et donc, moi, je prône vraiment une croissance durable et puis, en fait, le faire ensemble, puisque ensemble, on est beaucoup plus fort. Surtout pour la même chose. Tu vois, le packaging sur de la cosmétique, tu te dis, mais pourquoi ils se sont pas tous mis ensemble tout de suite? Dès le début, parce qu'ils sont concurrents. Ils veulent pas. Ouais, mais après, tu sais très bien que à la fin, ce que tu vas devoir vendre dans les magasins et l'industrie, c'est cher. Tu vois, Ouais, ça ne changera pas que tu peux avoir un super produit. Si tu n'en parles pas et tu fais pas un bon marketing, tu vas pas le vendre. Donc, en fait, ton packaging, à la fin, tu es obligé. Tu vois, c'est pas que tu vas pouvoir continuer à vendre ton produit si tu ne le mets pas en vrac ou dans des trucs où tu peux recharger. Donc, moi, je trouve que c'est aussi intéressant de travailler une croissance durable, puisqu'en fait, c'est arrêter de se regarder soi, aller vers les autres et arrêter de voir tes concurrents comme des ennemis, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes questions. L'aspect que tu travailles du coup sur la croissance, et tu sais, on entend parler beaucoup de décroissance. Là, tu parles de croissance durable versus hypercroissance. Qu'est-ce que tu penses de la décroissance? Bah, en fait, je me vois pas trop aller sur ce terrain-là parce que je trouve que ce que je fais, ça fonctionne. Ouais. Donc, la décroissance, je t'avoue, hein, en toute honnêteté, moi, ça me parle beaucoup moins. Après, je sais aussi qu'on est beaucoup dans le slow par-ci, slow par-là, slow tourisme et tout. Et est-ce que c'est vraiment de la décroissance? Je sais pas. Enfin, voilà, moi, c'est en tout cas pas le chemin que j'ai décidé de prendre aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais, moi j'ai du mal aussi avec la décroissance parce que si je regarde dans la nature, ce qui est en décroissance, bah, ça prête à mourir en fait. Ouais, sachant que la nature, elle est robuste et elle s'adapte. Donc, pareil, tu vois, c'est encore une notion que j'ai du mal à appréhender, quoi. Ouais, on va se faire des ennemis, mais c'est pas grave. Ouais, effectivement. Donc en fait, croissance mais durable, donc pas forcément aller dans l'hypercroissance, croître pour croître à tout prix, mais croître de manière, on va dire, raisonnée et stable et durable. Exactement, hein. Et puis, ça va aussi quand tu as une charte d'impact que tu vas partager avec tes employés quand tu fais du recrutement, bah, ça va te créer une équipe beaucoup plus stable. Si elle, justement, signe cette charte d'impact, tu auras moins de turnover. Tu vois, la croissance durable, c'est tout un ensemble, hein. C'est aussi ton recrutement, c'est les personnes qui croient dans ton entreprise. Aujourd'hui, on est beaucoup autour du désengagement, hein, des employés. Bah, ça te permet d'avoir des employés beaucoup plus engagés. Si tu travailles la transparence, je veux dire, je sais pas, moi, il y a 20 ans, que j'étais dans une autre entreprise, il y avait souvent ce côté opaque. Qu'est-ce qu'ils gagnent, etc. Alors que quand tu es dans une entreprise, justement, qui prône la transparence, c'est pas seulement pour les employés, c'est aussi pour les autres, mais c'est aussi pour les employés. Donc, faut voir l'impact que ça a vraiment sur ton entreprise et sur le côté avoir un chemin qui va être pérenne. Donc il y a aussi, là tu parles de l'impact social. Bien sûr. Ouais, c'est-à-dire que tu observes que finalement les équipes sont plus motivées, plus Beaucoup plus enthousiastes. motivé et puis, je pense que tout le monde le sait, hein, aujourd'hui, on est en quête de sens. Donc, tu as des plateformes pour trouver des jobs qui, justement, sont plus dans les entreprises qui sont engagées dans tout ce qui est politique RSE. Le site s'appelle Job Make Sense. Voilà, tu as aujourd'hui plein d'initiatives qui font que les employés, ils cherchent ça. Tout ce qui est, voilà, hein, burn-out, tout ça, c'est vraiment les sujets du moment. Dans les entreprises engagées, tu verras moins ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, ça marche. Tu parles, du coup, t'es dans le domaine digital. C'est quoi les types d'entreprises que tu accompagnes? C'est leur profil un peu type. Alors, en fait, c'est tout. Ça peut être des solopreneurs, des entrepreneurs. Après, moi, je fais aussi beaucoup de formations. D'accord. Et c'est vrai que comme je suis énormément aujourd'hui engagée chez WeTechPart, Oui. j'ai beaucoup plus concentré cette activité sur former, puisque en fait, je pense que aussi la croissance durable passe par la montée en compétences. Et il y a plusieurs années, je me suis trouvé une vraie passion pour transmettre. Et justement, comme tu vas transmettre des techniques qui vont être plus responsables, ben, ça part de là, des apprenants qui ensuite vont les utiliser
dans les entreprises, quoi. Donc voilà. Mais en gros, tout type d'entreprise. Après, les grosses entreprises, ben, elles ont des départements dédiés aujourd'hui, puisque tu peux plus faire sans, hein, tu n'as plus le droit. Donc, le département, il est là, et c'est là que tu as vu des nouveaux métiers apparaître, comme CSO, Chief Sustainable Officer, où en fait, ben, tu vas justement t'occuper de faire en sorte que tous les référentiels aujourd'hui de l'impact environnemental, sociétal et de gouvernance soient bien respectés, que tes bons scopes, scope 1, scope 2, scope 3 sur la politique RSE, ou moi je pense souvent au scope 3 puisque c'est tous tes fournisseurs, ce qui est extérieur à ton entreprise, qui est plus difficile à aller inspecter et enquêter. Donc voilà, et moi je trouve ça super, quoi. Du coup, toi, tu as un pied en Guadeloupe et tu as un pied à Paris, métropole, Oui, j'ai cette Hexagone. chance-là. Et est-ce que tu as pu voir un peu l'écosystème guadeloupéen ou antillais à ce niveau-là, au niveau de la RSE? Et est-ce que tu peux nous dire les différences que tu vois entre l'Hexagone et ici? Alors, moi, je suis quand même agréablement surprise de voir plein de petits détails sur, par exemple, j'ai vu des petites pailles, hein, qui sont durables, quoi. Ouais. Plein de petites initiatives sur des petites entreprises qui se lancent. Je trouve qu'il y a une vraie dynamique d'entrepreneuriat. Et tout de suite, avec le côté, on va tout de suite se lancer dans quelque chose de plus durable. Après, c'est comme pour tout, hein, c'est aller vérifier si est-ce que ça va tenir sur du moyen long terme. Voilà. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur tout ce qui est partie de comment bien recycler, en fait. Voilà, je pense que là-dessus, il y a peut-être des choses à développer, en tout cas sur l'axe de recyclage. Mais j'ai vu une entreprise qui récupère des bouteilles et qui essaye de recycler. Enfin, des personnes assez passionnées, donc que tu as envie vraiment d'aider. Donc, je trouve qu'il y a un nouveau souffle. Après, voilà, à voir, j'ai pas les chiffres en revanche sur la data. Ouais. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a quand même un mouvement qui va vers la durabilité, et ça, c'est essentiel, qui est peut-être pas assez important aujourd'hui, mais qui existe. Est-ce que tu es en contact avec les incubateurs de la place ici qui accompagnent ce genre d'entreprise? Non, après, j'ai vu qu'il y avait la French Tech Guadeloupe qui défend pas mal de projets. Je trouve ça génial, hein. Moi, je suis vraiment pour les entrepreneurs. C'est pas facile d'être entrepreneur, et il faut être accompagné. Et c'est pas un aveu de faiblesse d'être accompagné. Au contraire, hein, c'est se rendre compte qu'on a besoin de différents skills pour aller plus vite et perdre moins de temps, puisque en fait, c'est souvent ça, hein, dans l'entrepreneuriat, c'est avoir les bons conseils pour avoir le chemin le plus court, quoi. Ouais. Ça serait intéressant que tu les rencontres. Il y a plusieurs. Il y a la plateforme. Alors, il y a Innova qui est dans la tech. Donc, Ouais, je connais de nom. tu connais de nom. Donc, il y a quelques entreprises là-dedans qui sont green tech, des jeunes startups qui se lancent. Tu as The Box Caraïbes, ce qui est l'incubateur de CMA-CGM, et qui sont basés à Jarry, qui accompagnent aussi des jeunes startups, pas forcément dans la tech tout le temps. Il y a Synergile, dont je suis le président à l'occasion, au passage, qui pareil, accompagne aussi les porteurs de projets, mais spécifiquement, non pas trop dans la tech, vraiment spécifiquement, plutôt justement transport, durabilité, recyclage. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Et je vois, en fait, pour être un peu dans cet écosystème, qu'il y a énormément comme tu dis, il y a énormément d'initiatives. On en reçoit des fois ici dans le podcast, c'est aussi le but du podcast, hein, entre autres. Et c'est vrai que l'accompagnement sur le digital ou sur la commercialisation, il est super important, et il n'est pas forcément mis en avant. C'est-à-dire que quand il se lance, le premier truc, c'est concrètement comment je vais faire. Est-ce qu'il y a assez de ressources pour le faire? Est-ce qu'avec le volume qu'on a sur place et la part de marché, on va pouvoir vivre, tu vois? Ah. Mais une fois que toutes ces cases sont cochées,
il faut super vite, je pense, passer à la case marketing, publication. Et maintenant, ça coûte rien de publier sur les réseaux et de se faire connaître sur les réseaux. Nous, on l'a vu avec le podcast, en fait, c'est parti en explosion super vite parce qu'il y avait en fait un manque, il y avait une attente de savoir qu'est-ce qui se passe dans la Caraïbe sur ces sujets-là, tu vois. Et donc, n'importe quel entrepreneur qui se lance, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps, pas les finances, pas les connaissances. Donc, il faut qu'ils viennent te voir. Je pourrais déjà leur donner des conseils en pro bono avec plaisir. Mais non, oui, c'est super ce que tu dis parce que aujourd'hui, moi, j'ai travaillé longtemps aussi dans la presse avec pas mal de journalistes. Je m'occupais de cette partie-là dans une entreprise il y a très longtemps. Et aujourd'hui, en fait, les rapports se sont inversés. On a vraiment le pouvoir d'être son propre média. Donc, il faut le prendre. Quand on n'a pas de sous, on prend du temps. Même si on dit qu'on n'a pas le temps, il faut le prendre puisque tu peux avoir le plus beau produit. Si tu n'en parles pas, personne ne va l'acheter. Et ça, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui vont dire, mais en fait, on n'a pas d'argent, mais en fait, c'est pas de l'argent dont tu as besoin, c'est du temps. Si tu veux vraiment percer et montrer ce que tu fais, il faut y aller. Les réseaux, pour ça, ça fonctionne très bien. Et après, quand même, un petit conseil de grosse marketing durable, c'est de créer en fait des templates qui te permettent d'avoir une identité forte, reconnaissable, et pas réinventer la roue tout le temps, à faire tout le temps des nouveaux visuels qui polluent partout. Parce que je voulais dire quand même qu'il y a 90% de la data qu'on n'utilise pas. Donc aussi une autre initiative que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise, c'est de pratiquer les cleaning days et de faire en sorte que chaque trimestre, on se prend une demi-journée pour nettoyer, jeter, trier. Parce que je pense que si tout le monde regarde le nombre de photos qu'ils ont sur son iPhone, c'est affolant. Ah ouais, alors attends. Et tout ça, c'est stocké. Et tout ça, ça pollue un peu. Et c'est stocké sur ton tel et c'est aussi stocké sur des clouds. Voilà, et donc ça, c'est un petit peu une catastrophe puisque finalement, tu as 3 endroits qui vont énormément être gourmands dans ton empreinte. C'est la data, c'est la mobilité et c'est ton alimentation. Donc, si tu penses à ton entreprise, tu vas penser à comment on va faire justement pour travailler sur la data pour avoir moins d'impact et utiliser des calculateurs. Ensuite, sur la mobilité, il faut arrêter de dire on peut plus bouger, on peut plus. Non, on va quand même encore un petit peu bouger, mais peut-être de manière plus raisonnée. Peut-être aussi trouver des moyens de donc moins bouger ou bouger de manière plus écologique. Et derrière, compenser aussi un peu. En fait, c'est 2 mouvements. C'est essayer d'être un petit peu plus raisonnable et en même temps, peut-être essayer de compenser. Et là, en fait, tu arrives à une sorte de cercle vertueux intéressant, sans hypocrisie, sans mensonge et sans greenwashing, quoi. Et comment tu compenses ? Ça dépend. Tu as plein d'initiatives aujourd'hui. Ça peut aussi faire partie de donner son temps, faire des dons. Je n'ai pas envie de parler de planter des arbres parce que malheureusement, c'est une belle initiative, mais il y a trop de gens qui l'ont utilisée à mauvais escient. Et ça ne suffit pas, en fait. Donc, c'est juste ce que j'ai envie de dire. Planter des arbres, c'est super, mais ça ne suffit pas quand tu compenses. Il faut faire d'autres choses aussi. Donc, voilà. Ok, d'accord. Et donc, ça, c'est l'impact du digital ? Ouais. Et on ne s'en rend pas compte ? On s'en rend pas compte. C'est aussi utiliser trop d'outils. Ça ne sert à rien. En grosse marketing, c'est vraiment une discipline où tu peux utiliser énormément d'outils. On s'outille trop. Et donc, ça, c'est pareil. L'IA. L'impact de l'IA aujourd'hui, les requêtes demandées à droite, à gauche, n'importe comment. Mais après ça, c'est vraiment repenser ta manière d'aller faire de la communication, de faire ton plan stratégique. Et en fait, il faut qu'en amont, tu prennes beaucoup plus de temps pour faire les choses. Et quand tu prends beaucoup plus de temps pour faire les choses, tu vas pas te demander 150 requêtes, puisqu'en fait, tu auras pensé un message. Et puis aussi remettre un petit peu l'humain dans tout ça, c'est-à-dire se faire des vrais séances de brainstorming, d'idéation, à arrêter de se dire allez, je vais demander tout ça à ChatGPT, Gemini, Bing, Perplexity. Moi, je les connais, ces outils. Je les utilise aussi, mais de manière beaucoup plus raisonnée. Et en fait, travailler une sorte de un petit peu industrialisation de ta communication en ayant bien pensé ton message au début, tes prompts, tu vois. Arrêter de créer, recréer pour rien. Voilà. Moi, je mise sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. D'accord. Ouais. Donc, réfléchir avant d'agir et puis bien choisir
Parce que, en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu fais des campagnes, par exemple, tu envoies à 1000 personnes, 2000 personnes, ça marche, mais ça marche mal. Ouais. Donc, le problème, c'est que les entreprises, elles ne veulent pas prendre le temps parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas de temps. Mais vraiment, c'est pour ça que le mot qu'il faut retenir, c'est repenser les choses. Et si tu es prêt à repenser les choses, tu es dans un mindset de croissance durable. Ouais. Il faut avoir les moyens de le faire aussi. Bah, en fait, en gros, tu commences petit. Donc, pour moi, ça ne marche pas avoir les moyens puisque tu commences petit, tu fais des actions, tu testes. C'est un peu comme un laboratoire, tu travailles par itération. Et à partir du moment où tu trouves ton chemin de croissance, ça y est, tu as de l'argent et tu réinvestis. C'est ça le problème, parce que je pense que les personnes, ils veulent tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, il faut que je fasse tout one shot, donc Bah, c'est un trop gros chantier, quoi. Voilà. Donc, si tu commences tout petit, comme, je sais pas, le déodorant Respire, ils ont fait un déodorant d'abord. Maintenant, il y a de la crème, il y a tout. Mais d'abord, tu fais un produit. Tu vas pas lancer toute une gamme, tu vois? Ouais, tu te dis, dans tout ce que je fais, quel est le truc que je peux commencer à penser différemment. Exactement. Comment? Et tu vois, quand tu es entrepreneur, tu as 5 étapes. Tu passes par l'étape d'idéation, tu vas brainstormer. Ensuite, tu passes par l'étape d'exploration, tu vas aller voir ton persona, tu vas monter en compétence sur un marché que tu veux justement développer. Ensuite, tu vas faire ton MVP, donc Minimal Viable Product. C'est le plus petit produit que tu pourrais vendre sur un marché. Après, tu vas bêta-tester et ensuite, tu vas faire ton plan de développement commercial. Mais tu vas faire un tout petit produit et tu vas voir déjà s'il y a une traction. Donc déjà, si tu commences comme ça, normalement, tu ne devrais pas te dire que c'est tout un monde puisque tu testes une idée, tu vois, sur le marché. Et ensuite, si tu vois qu'il y a une traction, bah là, tu vas mettre un minimum de moyens et puis tu vas essayer d'aller chercher de la croissance. Et aussi, dans la croissance durable, tu vas aussi beaucoup travailler les partenariats. Au lieu de se dire, je vais travailler de mon côté et je vais pas aller voir les autres, bah non, viens, on fait un truc ensemble. Ça contribue à une croissance durable. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, ça m'inspire. Bon. Ouais, je pensais, quand tu parlais des photos, tu sais, avant, on prenait les photos argentiques, et puis t'en avais 20 dans ta pellicule, et puis fallait les sélectionner, quoi. C'est ça. Et maintenant, on en prend 1000, puis on les oublie, quoi. Moi, j'ai plein de photos sur mon téléphone, ça sert à rien. C'est prouvé alors. Mais je pense que t'es pas le seul. Je suis pas seul, hein. Ok. Tu as parlé tout à l'heure un petit peu de We Take Part. Ouais, un superbe projet. Et d'ailleurs, petite dédicace à la fondatrice Shaila Sahaï, qui a monté ce projet depuis 2 ans et qui en fait un vrai modèle de durabilité. Enfin, c'est vraiment très inspirant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre cette aventure et que je me suis énormément impliquée voilà, dans cette entreprise. Shaila est guadeloupéenne, du coup. Oui. D'ailleurs, il faudrait qu'elle vienne un jour dans le podcast, j'espère. Avec plaisir. Elle est basée, du coup, plutôt sur Paris, j'imagine, ou... Plutôt en ce moment, ouais. Et puis, elle est très active dans tout ce qui est durabilité. C'est une personne qui est formatrice de la fresque du climat, une experte en finance durable et qui porte ce projet à bout de bras. Et vraiment, je la félicite, quoi. C'est important de le dire. Et alors, We Take Part, qu'est-ce que vous faites? Où ça en est? Alors, grande nouvelle, on a ouvert la liste d'attente pour faire partie des membres investisseurs. Donc ça, c'est un gros step et elle va ouvrir en fait dans quelques semaines au niveau des projets. Donc vous pourrez investir, mais pour revenir sur ce que c'est une plateforme d'investissement participatif spécialisée dans la climate tech et la clean tech. L'idée, c'est de proposer de l'equity crowdfunding. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que particulier, je peux avoir une part d'une entreprise à dimension européenne et c'est à partir de 100 €. Voilà. Une part sociale, ou enfin... Voilà, de l'action, quoi. De l'action de l'entreprise. Est-ce qu'il y a j'imagine que chaque entreprise qui se présente donne un pourcentage max qu'elle laisse à l'equity public? Ouais, c'est ça. Après, ça dépend. Là, chaque dossier va être différent. Et puis, il y a toute une partie quand même due diligence pour pouvoir proposer des projets à potentiel et qui suivent les normes ESG, puisque la finance durable est régie par ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un référentiel
et vous devez suivre ce référentiel avec votre impact environnemental, social, sociétal et de gouvernance. Et c'est vrai que ça change tout. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'entreprises qui sont dans lesquelles on pourra investir? Alors, ce que je peux plutôt vous donner, c'est des secteurs. Donc, par exemple, l'Ocean Tech, travailler sur comment on va faire de l'énergie plus durable avec la force des vagues. L'agritech, des entreprises, des startups qui vont mettre en place des technologies pour avoir, par exemple, moins arrosé, pour pouvoir gérer ce qui se passe dans la terre ou des initiatives autour, par exemple, de serres intelligentes. Ça peut être des exemples. Vous avez aussi des technologies autour de la fashion tech. Aujourd'hui, il y a 2 sujets très, très importants qui vont être les déchets alimentaires et la production de vêtements. Et il y a des technologies qui vous permettent d'utiliser moins de tissus. Ça, c'est assez incroyable. Vous allez aussi avoir des projets autour de l'éco-construction, ce que nous, on appelle la Contech. Et puis, bien sûr, la mobilité durable, les énergies renouvelables qui, sont déjà en route depuis très longtemps. Mais vous avez énormément, nous, on travaille vraiment avec des personnes innovantes, des inventeurs, des entreprises qui ont des brevets, qui ont gagné des prix. Donc, je vous laisserai découvrir les entreprises, les porteurs de projets. Mais voilà, ça va tourner autour de ces secteurs-là. Donc, donc tu dis que c'est ouvert aux investisseurs, ça s'ouvre. Les particuliers, en fait, vont pouvoir investir dans quelques semaines. Dans quelques semaines, c'est ça. Et donc, tu nous donneras les coordonnées du site. Oui, je peux le donner maintenant parce que c'est déjà ouvert. C'est www.wetechpart.com. Et dès maintenant, vous pouvez vous inscrire sur notre liste d'attente. Voilà, on a déjà plusieurs inscrits, puis on est maintenant une communauté de 1500. Génial. Je vais m'inscrire aussi. Tu es le bienvenu. Et si une entreprise veut s'inscrire sur votre plateforme pour présenter son projet, c'est possible ou vous avez des vagues d'ouverture ou comment ça fonctionne? Non, en fait, on reçoit toutes les semaines D'accord. des projets, donc ne pas hésiter. Après, ça passe dans le bureau de nos invest managers. Ouais. Et bien sûr, ça passe sous les yeux de la fondatrice qui donne son OK ou pas par rapport à son expérience. C'est vraiment son métier. C'est de la finance durable. Bon, mais tous les Guadeloupéens qui ont des entreprises, là, profitez-en. La fondatrice est guadeloupéenne, ça peut peut-être aider, on ne sait jamais. Et voilà, donc, OK, c'est intéressant, on va suivre ça de près. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a un intérêt pour le particulier quand il investit dans un projet vert, durable? Est-ce qu'il y a une labellisation, une certification qui te donne des crédits d'impôt ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a... Alors, il y a une partie fiscale. Après, moi, je ne suis pas fiscaliste, donc je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Mais effectivement, il y a une partie sur ce sujet. D'accord, OK. Bon, intéressant. Alors, maintenant, on en arrive à la nature. On n'a pas mis une petite musique là? On prend une post-production. Hein. Pierrick, tu vas nous gérer ça. Des bruits de cascade et d'oiseaux. C'est ça. Ouais, donc c'est ça. Toi, tu as décidé, en plus de tout ce que tu fais là, de te lancer dans l'agriculture. Tu t'es dit, bon, je m'ennuyais en fait. En fait, qu'est-ce qui t'a fait aller dans cette direction en plus? En fait, moi, j'ai toujours été animée par tout ce qui est nature. J'ai fait 10 ans de scoutisme. Mon père était journaliste et il a travaillé énormément sur les sujets de l'agriculture. Donc, j'ai toujours eu ça dans mon cœur, dans ma tête. Et il y a 3 ans, j'ai pris la décision. Et je me suis dit, ça y est, tu te lances. Donc, j'ai repris des études. J'ai passé un diplôme d'agricultrice. J'ai fait mon stage en Guadeloupe. Et j'ai cherché du terrain et j'ai eu la chance d'en trouver un assez magique. Et j'ai, en fait, le projet, c'est de faire de cette ferme un modèle de transition et montrer qu'il est possible de faire de la durabilité dans l'agriculture. Enfin, c'est possible, j'en suis convaincue. Et l'idée, c'est de changer au fur et à mesure des récoltes, des plantations qui sont là aujourd'hui, sur des plantations beaucoup plus durables, comme par exemple... je donne souvent cet exemple de la patate douce, plus dans le sens où, en gros, la patate douce, tu peux manger la patate et tu peux manger la partie feuille. Ou tu peux faire de la salade, tu peux le faire en épinards et tout. Donc là, tu es vraiment zéro déchet. Donc, essayez de trouver
des plantations qui fonctionnent, qui ne sont pas gourmandes en eau. Après, c'est tout un travail d'architecture, en fait, de parcelles, de trouver une biodiversité qui fonctionne. Le jardin créole, c'est top, mais ça doit vraiment être bien pensé. Voilà, et puis comme moi, j'ai appris vraiment l'agriculture avec l'ananas, il y en aura toujours parce que c'est un peu mon fruit de cœur maintenant. Et je remercie ici mon maître de stage, il se reconnaîtra, qui m'a vraiment donné le goût et qui m'a aidée. Et merci. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu très récemment avec les peaux d'ananas, tu peux faire du savon, de la lessive. Avec la nature, tu peux faire tellement de choses. Tu as aussi la savonnette ici. Ouais. C'est quand tu commences à te mettre là-dedans, en fait, tu dis, mais mon Dieu, la nature, c'est inépuisable. Moi, j'ai jamais été une grande consommatrice, ça c'est sûr. Moi, je suis très minimaliste et aujourd'hui, c'est vrai que, je sais pas, j'utilise toutes les ressources que je peux trouver juste à la ferme pour m'occuper de moi. Et ça, on le met trop souvent de côté, quoi. Enfin, c'est dommage. Et juste pour comprendre ta ferme, du coup, elle est à taille humaine. Est-ce qu'elle est mécanisée? Est-ce que tu utilises des outils? Comment ça marche? Non, elle est à taille humaine. L'idée, c'est de mécaniser le moins possible. En fait, c'est vraiment faire des choix pour pas, justement, apporter des contraintes. Aujourd'hui, on a apporté beaucoup trop de contraintes dans les fermes. Et moi, je veux voir, là, aujourd'hui, c'est planté, ça pousse tout seul, on n'arrose pas. Et c'est très important pour moi de respecter ça, à part tout ce qui est partie un peu maraîchage, qu'on fait simplement pour de la consommation personnelle ou locale qu'on va donner. Je suis sur un projet de cœur, qui est un projet qui, à terme, se veut être un peu collectif. J'ai plein d'idées là-dessus. Et voilà, donc ne pas se mettre trop de contraintes et faire avec la nature. Voilà, pas faire contre elle. Et tu me disais, c'est ça, c'est à peu près quoi, 3-4 hectares, un truc comme ça? 2 hectares. 2 hectares? Ouais. Et ce qui est déjà bien. Est-ce que l'objectif, c'est également que ça puisse être rentable? Est-ce qu'il y a un objectif économique là-dessus, que quelqu'un puisse en vivre, que ce soit un modèle en fait duplicable? Quand tu parles de durable, est-ce qu'il y a cet aspect-là que tu regardes aussi? Pourquoi pas? Après, c'est pas le premier objectif. Vraiment, mais ensuite, il faut pas non plus que on s'en sorte pas, quoi. Ouais. Donc, justement, je travaille à essayer de trouver un modèle économique très simple. Et je pense qu'on n'est pas trop loin de l'avoir trouvé, mais voilà, je suis encore en train de designer D'accord. cette transition au niveau plantation. Tu vas être essentiellement sur du maraîchage ou tu penses faire aussi un peu d'élevage ou des... Alors, de l'élevage, non, pas trop. Enfin, non. Maraîchage, pas trop non plus, puisque maraîchage, je trouve que c'est très gourmand en eau. Ouais. Ouais. Et après, comme ça a un cycle de vie plus court, mais non, mais plutôt peut-être sur de la protéine végétale. Des Voilà. pois, des trucs comme ça. Voilà, je pense. Et puis, voir ce qui est possible aussi de faire pousser ou voir ce qui n'existe plus trop ici, quoi. Parce que l'idée, c'est aussi de revaloriser des fruits. Moi, j'adore les arbres. Enfin, j'ai une passion pour ça. Et donc, voilà, on est en train de voir parce que je demande beaucoup, beaucoup d'aide autour de moi, que ce soit à d'autres agriculteurs, que ce soit à des agronomes, que ce soit avec des chercheurs. Et ça, c'est la partie géniale puisqu'on est un peu dans l'idéation. Ouais, carrément, c'est intéressant. Tu connais des fermes Shanghai? Ça te dit quelque Juste chose? de nom, ouais. Ça vaut le coup que tu regardes. Mais alors après, c'est des fermes qui sont très, on va dire, complètes parce qu'elles font à la fois élevage, etc., etc. Mais je crois que c'est béninois. Je crois que c'est un béninois qui était parti faire ses études. Il a fait un PhD et puis il est devenu professeur aux États-Unis. Il est rentré au pays, je crois peut-être il y a 20-30 ans, et il a monté ses fermes Shanghai qui sont hallucinantes parce qu'en fait, complètement autonomes, mais en tout. C'est-à-dire que même les pièces mécaniques, ils les refont sur place. Il n'y a rien qui sort, quasiment rien qui rentre dans la ferme. Mais ils produisent. Mais aujourd'hui, si on cherche, il y a énormément d'initiatives. Il y a j'ai vu dernièrement des cultures sous panneaux solaires. Tu peux faire aussi de l'agroforesterie mélangée à de la culture sous panneaux solaires. Enfin, c'est assez dingue.
Donc ça, je dis bravo, quoi, parce que c'est dommage que, justement, ce soit pas assez mis en lumière tous ces sujets-là. Et je te remercie de me faire venir dans ce podcast parce que donner de la lumière à des pratiques plus durables, bah, c'est pas tout le temps. Voilà. C'est clair. Et il y en a plein. Il y a plein de choses qui se passent. Nous, on accompagne des développeurs d'énergie renouvelable sur ces thématiques-là. Et il y a de plus en plus d'agriculteurs qui comprennent l'intérêt de s'allier. Parce que typiquement, l'agrivoltaïsme, là, dont tu parlais, c'est génial. Moi, j'adore. C'est-à-dire que tu vas produire de l'énergie verte sur le marché, renouvelable, qui permet de financer en partie les serres, qui sert aux agriculteurs à faire pousser ce qui est en dessous. Par contre, c'est clair qu'il faut, comme tu disais tout à l'heure, il faut bien le réfléchir à l'avance parce que tu ne fais pas pousser n'importe quoi, C'est ça. n'importe comment. Donc, il faut être sûr que voilà, si tu mets des panneaux, tu n'en mets pas trop non plus pour pas que ça soit trop ombragé. Qu'est-ce que tu mets en dessous? Oui, parce que tu crées un microclimat, en fait. Exactement. Donc, donc voilà. Mais ouais, c'est trippant. Et donc, ça rejoint, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu. La croissance ou le développement, c'est pas forcément en contradiction avec, voire au contraire. C'est-à-dire qu'en réfléchissant, en mettant ensemble des technologies, des façons de faire qui se complètent, on peut créer quelque chose, une troisième piste qui n'existait pas avant. C'est ça. Et puis avancer. Ok, c'est intéressant. Si tu devais choisir, du coup, entre un monde où tu n'aurais plus accès à Internet, ou bien tu n'aurais plus accès à des fruits et légumes biologiques, organiques, que des trucs chimiques. Tu ferais quoi? Je resterai avec mes fruits et légumes pas chimiques. Je crois qu'il n'y a pas trop de sujets là-dessus. C'est bon, elle a passé le test. C'était ça le défi du podcast Régénération. Donc tu laisses tomber Internet. Oui, je sais pas. Mais ça veut dire que tu laisses tomber toutes tes activités. C'est pas grave. C'est bien. Chapeau bas. Si tu devais voir... tu t'as dit tout à l'heure, je vis en 2050. Je l'ai marqué sur ma feuille. Et du coup, comment ça se passe en 2050? Parce que c'est souvent une question que je pose en fait. Ok. Comment tu vois la Caraïbe ou la Guadeloupe en 2000... Alors généralement je dis en 2042, mais là on va dire en 2050. Comment elle aurait évolué? Mettons que tu regardes, je sais pas, les nouvelles sur ta télé 3D, machin, et là il t'annonce quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que ça serait? Moi, je suis très positive et très optimiste. Donc, je vois la Caraïbe comme un modèle de durabilité avec une nature resplendissante, avec des nouvelles pratiques, en fait, hein, surtout avec une population qui consomme moins, qui consomme mieux, avec des produits qui correspondent, en fait, beaucoup plus à ce dont on a besoin aujourd'hui. Je pense que aussi, on met sur le marché des produits qui n'ont aucun intérêt. Donc, je pense que si déjà il y avait, une sorte d'écrémage, on s'en sortirait mieux. Et puis après, je conseille à tout le monde de travailler son minimalisme. Enfin, moi, je suis minimaliste. J'ai peu de choses et ça me va très bien comme ça. Et je pense que ça te permet de travailler un petit peu ton écologie intérieure. Parce qu'il n'y a pas seulement l'environnement qu'il y a autour de toi, il y a toi aussi, en fait. T'as regardé un de mes anciens podcasts, non? Non, c'est un sujet Ah ouais? je parle beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le management et il disait un petit peu comment aider des managers. Et c'était vraiment un truc que je disais, tu vois, travailler ton écologie intérieure. J'y crois beaucoup parce que, en fait, tout part de soi, voilà, dans tout projet. Voilà. Mais c'est exactement ça. Ça c'est souvent quelque chose que je dis et auquel je crois. L'écologie intérieure, c'est vraiment ça. Comment déjà tu te sens toi-même? Parce que les choix que tu vas faire, ils dépendent totalement de si tu es déjà dans un état de lucidité, de calme, de paix. Te permet de... Exactement, si tu es aligné. Et moi, je dis souvent que pour porter ta voix, il faut trouver ta voix, tu vois. Et si tu l'as pas trouvée, c'est difficile après, derrière, d'aller vers les autres. Donc,
Donc ouais, non, l'écologie intérieure, ça devrait être un des piliers de 2050. Enfin, faut la travailler dès maintenant. Ah ouais, c'est pas mal. Non, c'est vrai que si tu es tout le temps vénère, a priori, tu vas conduire un gros casse-4, tu vas aller vite. Bref, des gros clichés. Mais ok, bah très bien. Écoute, on est passé à travers pas mal. Non, on n'est pas passé à travers tout ce que tu as fait ou ce que tu peux faire, mais on a survolé beaucoup de sujets. Quelles sont tes prochaines activités ou les prochaines choses que tu vois dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a des événements, Alors, ben, il y a le lancement de la plateforme. Déjà, c'est le premier, on va dire, le sujet sur lequel je suis très active en ce moment et on essaye d'emmener tout le monde avec nous, avec Shaila, dans finalement cette mission qu'elle porte. Et puis, ben, bien sûr, continuer à parler de durabilité, à montrer à tout le monde que c'est possible à peu de coûts de se mettre dans la croissance durable et puis d'enlever des préjugés sur le côté mais comment tu fais de la croissance en fait comme ça? Ça existe, on le fait. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Après, j'ai une petite surprise dans quelques mois, mais je peux pas encore en parler. Tu peux pas en parler? Dommage. Ok. Si les auditeurs veulent te suivre ou découvrir ton travail, comment est-ce qu'ils font? C'est quoi le meilleur moyen? Bah, le meilleur moyen, c'est LinkedIn. Moi, je poste tous les jours, Ouais. voilà, autour de la climate tech, autour du gross marketing durable, autour de la formation et autour du développement personnel, parce que je trouve que c'est important justement, voilà, de travailler son écologie intérieure. Et j'essaye de mettre en lumière, je fais un format les samedis de l'impact en 360 degrés, montrer toutes les initiatives qui existent aujourd'hui, que ce soit sur de l'économie circulaire, que ce soit sur une exposition qui met en avant les bienfaits de la biodiversité. Enfin, il y en a une en France qui s'appelle Bio-Inspiré, qui devient une exposition permanente à la Cité des Sciences. Voilà, j'essaie de montrer comment aujourd'hui tu peux avoir aussi des initiatives pour recycler. Il y a plein de choses, de l'upcycling. Enfin, c'est un sujet qui me passionne, donc je vais m'arrêter là. Mais ouais, c'est le meilleur moyen pour pouvoir get in touch. Excellent. Donc, c'est Alexia Uri sur LinkedIn. Oui, c'est ça. On tape juste ça et on tombe sur toi. Et voilà. Sur moi, ouais. Ok, parfait. Bah écoute, Alexia, c'était un plaisir. Ouais, moi aussi, vraiment, merci pour l'invitation et ravie d'être là en Guadeloupe pour partager un petit peu de mon expérience. Yes. Eh ben, merci beaucoup. On te dit à une prochaine fois. Peut-être tu viendras nous présenter ta surprise. Ouais, je viendrai avec plaisir, si ça va te plaire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. On est toujours enthousiaste et content de répondre à vos questions, commentaires et à mettre des gens en relation. À très bientôt dans un prochain épisode. Écoute. Régénération Caraïbe, le podcast.